Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien vous asseoir. Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le défenseur des droits, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats et magistrats, Mesdames, Messieurs les députés et sénateurs, Mesdames, Messieurs les présidents et hautes personnalités, Madame la présidente du Conseil national des barreaux, Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, Mesdames, Messieurs les membres du bureau de la Conférence des bâtonniers, Mesdames, Messieurs les membres du Collège ordinal du Conseil national des barreaux, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, chers amis, Mesdames, Messieurs, soyez tous le bienvenu. Votre présence est le signe de votre attachement à la profession d'avocat, à la conférence des bâtonniers, aux ordres de province qu'elle regroupe et unifie dans l'alchimie toujours renouvelée de la présence forte et ancienne des bâtonniers dans les territoires qui représentent leur barreau et en qui tout avocat s'identifie. Par tradition longue et ancienne, la Conférence des bâtonniers est une institution républicaine qui porte une parole forte, libre, réfléchie et constructive. C'est dans ce contexte institutionnel que nous vous recevons, Madame la Ministre, par des temps où le dialogue avec vous est souvent difficile et empreint de grandes et profondes divergences. Notre sentiment de ne pas être entendu a généré une profonde colère et a ébranlé la confiance dont nous vous faisions crédit alors que nous avions cru partager la même et haute idée de la justice. Ce sentiment ne pourra s'apaiser que dans la mesure où des propositions positives seraient faites sur des sujets qui nous préoccupent et que l'avenir soit meilleur. Nous vous écouterons avec attention, peut-être, je l'espère, tout à l'heure. Mesdames, Messieurs les bâtonniers, à cet instant et entouré de l'ensemble des membres du bureau qui partagent avec moi ce sentiment, j'aimerais vous dire combien j'ai apprécié ce compagnonnage qui nous unit depuis une année maintenant. Vous portez, chacun des candidats que nous avons écoutés tout à l'heure l'ont dit, vous portez à la tête de vos barreaux l'honneur et la charge de représenter vos confrères. Vous assumez, vous l'avez démontré avec courage et ardeur, la responsabilité de la direction de vos ordres. Vous arbitrez, vous conciliez, vous consolez, vous sanctionnez. Vous êtes celle ou celui vers lequel on se tourne, vers lequel on espère, vers lequel on crie parfois. Et nous avons entendu ces derniers mois le cri de nos confrères. Vous accomplissez vos tâches avec bonheur, vous le faites toujours avec honneur, vous le faites avec pudeur.
vous démontrez au jour le jour le caractère indispensable de nos ordres, partout, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. À la tête, depuis un an déjà, de la conférence des bâtonniers, j'ai pu vérifier, comme une évidence, que je salue ici le caractère exemplaire de vos actions. J'ai pu vérifier aussi combien c'est dans vos rencontres, vos réunions de Conseil de l'Ordre, vos travaux au sein des conférences régionales, que la profession tout entière avance, progresse et se fortifie. Mesdames, Messieurs les bâtonniers qui venez de prendre vos fonctions, je puis vous assurer que cette tâche est difficile, mais ô combien noble et exaltante. Je puis vous assurer aussi de la solidarité des bâtonniers, de la force que nous puisons lorsque nous nous réunissons, comme aujourd'hui, en Assemblée générale. Oui, c'est au sein de la conférence des bâtonniers que vous trouverez toujours la confraternité, le partage, le secours, la convivialité. La conférence des bâtonniers est votre refuge, elle est notre refuge. C'est un port franc qui vous accueillera toujours. Vous y trouverez des amis, des vivres, des munitions, parfois. Le 31 décembre dernier, nous l'évoquions tout à l'heure, décédé Monsieur le bâtonnier Montouché, président d'honneur de la conférence des bâtonniers, qui a été inhumé conformément à sa demande sans que cela nous soit dit. J'ai reçu la semaine dernière une très belle lettre de son épouse. Elle nous dit, et ces mots résonnent à ce que nous vivons aujourd'hui, elle nous dit « Mon mari a désiré être inhumé dans la plus stricte intimité, mais il a aussi expressément demandé que vous soit rappelé par ces lignes son attachement à votre conférence dont la rencontre en 1971 fut non seulement l'engagement professionnel de sa vie, mais aussi l'occasion et la source d'innombrables et inoubliables amitiés. J'exauce ce vœu, poursuit-elle, avec d'autant plus d'empressement que j'ai pu, ainsi, mieux mesurer à travers ces confidences quotidiennes la place privilégiée de l'institution que vous présidez. Oui, mesdames, messieurs les hautes autorités, voilà ce qui se vit à la conférence des bâtonniers. Et merci, Monsieur le Président Montouché, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, d'avoir su, au-delà de votre vie, nous rassurer, nous conforter dans ces temps qui sont parfois troublés. La conférence des bâtonniers a toujours su accompagner les bâtonniers dans l'évolution de la profession et des ordres. Les caps, définis depuis plusieurs années maintenant par l'ensemble de mes prédécesseurs, seront maintenus. Nous continuerons à multiplier les sessions de formation que la conférence prodigue inlassablement aux bâtonniers et aux membres des conseils de l'ordre. Nous les orienterons particulièrement sur les pouvoirs et obligations de contrôle confiés aux ordres et aux bâtonniers. Le séminaire des dauphins a toujours un grand succès. Ce n'est pas simplement le lieu où les bâtonniers se forment, c'est aussi celui où ils se rencontrent, souvent pour la première fois. C'est un lieu de partage, où ils constatent que, quel que soit le nombre d'avocats de leur barreau, ils communient aux mêmes valeurs liées à la même charge. Que les membres du bureau qui participent à ces formations et qui élaborent la politique de la conférence, élus, inlassablement dévoués à leurs confrères, soient ici salués et remerciés. Nous entendons nous tourner aussi vers les membres des conseils de l'ordre, vos membres de conseils de l'ordre, et favoriser leur accès à nos formations, car nous sommes persuadés
que les bâtonniers peuvent trouver les compétences et les ressources nécessaires auprès de ces élus de terrain qui sont eux aussi des serviteurs de la profession. Nous avons multiplié, nous multiplierons les actes d'assistance aux bâtonniers, que ce soit dans le cadre de leur demande d'avis déontologique, d'interprétation du règlement intérieur, d'application de la jurisprudence ordinale ou européenne, ou même dans l'aide à la décision en matière d'arbitrage qu'ils ont à rendre. Aux côtés des traditionnels services apportés aux bâtonniers, nous maintiendrons le cap fixé par le Bureau, depuis plusieurs mandats désormais, relatif au développement des services techniques qui peuvent être apportés aux barreaux et aux caisses de province. La création de la société Barreau Data System et ses premiers développements sont prometteurs. Offre de mutualisation, installation d'un délégué à la protection des données, développement de logiciels de gestion des ordres en lien avec l'UNCA, l'Union nationale des CARPA. Réflexion sur un data international ou encore redéploiement de nos investissements dans les nouvelles technologies nécessaires au développement des services aux ordres et aux confrères. Nous consolidons ce qui a été fait, nous améliorons ce qui est et nous préparons l'avenir. Sur le plan plus institutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, a souhaité la création d'une structure destinée à réunir les acteurs du procès pour traiter des difficultés qu'ils rencontrent ensemble dans le fonctionnement judiciaire au quotidien. Monsieur le Président Yves Mahut s'est activement mobilisé sur ce projet mis en place à l'initiative de la Cour de cassation. La conférence des bâtonniers, aux côtés du Conseil national des barreaux et du barreau de Paris, y prend toute sa place et nous devrions, dans les prochaines semaines, voir l'aboutissement de ces travaux qui consacrent la bonne entente régnante dans le respect des prérogatives de chacun entre la magistrature et les institutions représentatives de la profession. Les institutions représentatives de la profession. Mesdames, Messieurs, l'année dernière, à ce même pupitre, j'évoquais dans un optimisme partagé le fait que l'organisation de notre profession n'était au total pas si complexe que cela et que les avocats pouvaient trouver force et puissance dans l'union entre le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris et la conférence des bâtonniers. Madame la présidente du Conseil national des barreaux, chère Christiane Ferral-Schul, nous devons tous, ici, rendre hommage à vos efforts constants pour maintenir et faire grandir l'unité de la profession. À la tête de l'institution nationale et comme vous y étiez engagé, vous savez, avec une patience inaltérable, accompagner les évolutions de la profession, les anticiper, assurer l'unité. Pour cela, vous prenez toujours le temps de l'écoute, vous mettez en perspective, vous consultez avant que, ensemble, les bonnes décisions soient prises. Vous avez su fédérer dans nos combats, mais ailleurs aussi, l'ensemble des composantes de notre profession, afin que, à la fois, toutes les opinions puissent s'exprimer, mais aussi que tous puissent travailler utilement et que ce labeur se fasse en bonne intelligence et dans l'harmonie. Comme vous l'avez annoncé, vous lancez les états généraux de la profession d'avocat et vous souhaitez, fidèles à vos principes, que nous soyons tous force de proposition. En quelque sorte, vous avez su anticiper le grand débat national et avez compris, avant d'autres, que la parole mérite d'être donnée. Alors profitons de la prendre
Et il est encore temps de participer à cette consultation ouverte pour tous les confrères. De la même manière que le temps viendra où les ordres particulièrement pourront intervenir dans les assises à venir de l'année prochaine, de cette année, les assises de l'ordinalité. Pour tout cela, Madame la Présidente, soyez vivement remerciée. Madame le bâtonnier de Paris, chère Marie-Aimée Peyron, je tiens, si vous le permettez, à vous remercier aussi. Le barreau de Paris et la conférence des bâtonniers partagent traditionnellement les mêmes valeurs, celles de l'ordinalité, avec la conviction profonde qu'elle fonde la profession d'avocat parce que c'est d'abord dans son ordre qu'un avocat s'identifie. Nous savons aussi que l'union des ordres de province avec l'ordre de Paris renforce la profession tout entière. Madame le bâtonnier, sur tous les sujets, ceux sur lesquels nous sommes proches, et ils sont nombreux, et ceux sur lesquels nous le sommes moins, ils sont rares, vous cherchez toujours à comprendre la position des barreaux de province. Vous êtes une alliée sûre dans les combats que nous menons, et notamment ceux relatifs au maillage territorial des juridictions. Avec la présidente du Conseil national des barreaux, vous luttez contre quelques esprits chagrins qui auraient pu considérer que Paris se serait désintéressé du sujet ou, pis encore, aurait cherché à tirer profit de la centralisation rampante des juridictions nées des réformes successives. Tout au contraire, vous avez été à nos côtés, vous avez argumenté et vous vous opposez avec grandeur à la multiplication de juridictions nationales parisiennes. Votre combat aux côtés des bâtonniers de province est exemplaire. Oui, vous aussi, soyez remerciés. Je peux vous dire, je dois vous dire, mesdames et messieurs les bâtonniers, que tout cela est précieux. Et c'est pour ça que je fais état de cette union, de cette relation qui existe depuis plusieurs années maintenant entre nos institutions. Mais ce que nous essayons d'imprimer et que nous continuerons inlassablement à porter, et cela mérite d'être dit ici, avec l'auditoire que nous avons ce matin et devant les hautes personnalités présentes. Ce que nous continuerons inlassablement à porter, ce ne sont pas des arrangements de circonstances issus d'un alignement de planètes ou même liés à des personnalités particulières. Ce que nous essayons de faire, parce que vous nous le demandez, mesdames et messieurs les bâtonniers, c'est inscrire comme des règles de bonne pratique nos mécanismes de consultation réciproque, de liberté de ton et de respect mutuel. Unis, nous l'avons vu, nous décuplons nos forces. Soyez-en assurés, quelles que soient les difficultés, passées, présentes ou à venir, quelles que soient ces difficultés, nous tiendrons. Nous sommes convaincus que la loyauté, le dialogue et la réflexion sont des vertus qui permettent toujours d'apporter les solutions que la profession attend. Nous savons que c'est l'exigence de nos confrères, que c'est la vôtre, et nous y répondrons. Loyauté et dialogue. À la même époque, l'année dernière, précisément le 15 janvier, vous avez indiqué, Madame la ministre, que s'ouvrait une nouvelle période de concertation après le lancement des chantiers de la justice que vous aviez initié à l'automne 2017 et qui avait suscité à l'époque beaucoup d'interrogations, tant nous avions eu le sentiment sur les chantiers de la justice d'une forme
de précipitation dans le processus. Cela avait généré beaucoup de frustration dans la profession. Vous aviez accepté de venir ici même, devant nous, et vous aviez répondu aux interrogations directes des bâtonniers, notamment sur les questions territoriales. De votre participation à notre table ronde était né un espoir qui a été déçu lorsque vous avez présenté votre projet, de loi au début du printemps 2018. Au fond, et puisque nous nous parlons, notre agacement résulte du fait, je crois, de ce que, à partir d'un même constat, à savoir la carence des moyens mis au service de la justice depuis des décennies et qui sont régulièrement mis en avant par les rapports du Conseil de l'Europe sur la qualité et l'efficacité de la justice. Et donc, à partir de ce même constat que le gouvernement a lancé lance non seulement un vaste mouvement de déjudiciarisation, mais surtout a donné le sentiment de favoriser un affaiblissement profond de l'autorité judiciaire, de multiplier les entraves pour les citoyens d'accéder à la justice et de vouloir porter atteinte au droit de la défense. Nous avons le sentiment que sous couvert d'efficacité, de modernisation, de recentrage du rôle des magistrats sur leur cœur de métier, on voudrait camoufler ce manque de moyens et au final faire reculer les principes fondateurs et républicains de notre justice. Nous sommes d'ailleurs toujours réservés quant à cette idée de recentrage du rôle des juges sur leur cœur de métier, née d'ailleurs évoquée dans le cadre du processus J21 et du groupe de travail présidé à l'époque par le président Delmas Goyon. Car le rôle d'un juge, au final, n'est-il pas de juger, si possible en formation collégiale, et quelle que soit la cause qui lui est soumise, quel que soit l'enjeu et quel que soit le justiciable qui se tourne vers lui. Telle est notre conception. Dans notre justice républicaine, pourquoi finalement décider, filtrer que désormais telle ou telle matière, tel ou tel conflit serait digne d'intérêt ou pas dans tel ou tel territoire? Voilà d'où naît notre incompréhension, notre combat. Et la réforme, qu'on le veuille ou non, qu'on entende arguments et contre-arguments, la réforme contient des germes de division qui portent même, à notre sens, atteinte à l'unité nationale et à l'égalité entre les citoyens. Elle rajoute des interrogations à des processus qui, déjà, de par la loi, sont parfois complexes. Ce n'est pas le projet de loi, mais malgré tout, nous pouvons ici parler de la procédure d'appel, la nouvelle procédure d'appel, anxiogène pour les avocats, inutile en réalité, coûteuse, ne réglant aucun problème.
et ne faisant évoluer aucune statistique, sinon le taux de sinistralité de la profession. J'ai pris la précaution, madame, d'indiquer que ce n'est pas votre projet de loi. Et j'allais le dire tout à l'heure, mais je le dis tout de suite, vous avez évoqué lors de nos discussions une mission d'évaluation de la procédure Magendie comme une mission d'évaluation en matière de procédure prud'homale. Parce que cette procédure prud'homale, qui combinée au barème d'indemnisation, elle aboutit à ce que les citoyens se découragent, que le justiciable n'aille pas voir son juge. Ce que nous voulons vous dire, c'est que nous pensons que c'est à cause de cela que les citoyens, par touches successives, se sentent délaissés, ignorés, maltraités ou écartés. Et donc vous avez évoqué, Madame la Ministre, comme je viens de le dire, une évaluation de ces réformes. Il est temps de la lancer et nous y participerons si vous le souhaitez. Je parlais de sentiment général sur la réforme en cours. Mais il ne s'agit pas de principes ésotériques auxquels nous nous raccrocherions. Il s'agit aussi de points précis, concrets, et qui font que nous avons ouvert un combat digne, respectueux, dans le cadre de ce que les lois de la République nous offrent. Respectueux de l'ordre républicain et des principes républicains. Dans cette lutte pour nos valeurs, nous n'avons jamais quitté la table de négociation à laquelle vous nous avez conviés, Madame la Ministre, depuis le mois d'avril de l'année dernière. Mais face à cette écoute que nous avons parfois sentie polie, mais vaine, les pouvoirs publics nous ont contraints, à nous lever pour manifester dignement aux marches de nos palais de justice ou sur le bitume parisien. Nous avons tenu les deux. La table de négociation, ce que vous nous offriez, la contestation digne, légitime, comme elle devait l'être et comme les confrères de France nous l'a demandé. Et notre mobilisation avec l'ensemble des partenaires de justice est exemplaire. Nous sommes nombreux, tenaces et constructifs. Nous le serons encore demain, forts des idéaux que nous portons. Au point où nous en sommes, et au risque d'être un peu long, évoquer en matière pénale la disparition annoncée du juge d'instruction, qui paraît inquiétante. Elle permet au parquet de réaliser désormais des mesures d'enquête jusque-là réservées aux juges d'instruction. On provoque un déséquilibre manifeste au détriment des droits de la défense et au mépris de l'égalité des armes. Il est nécessaire et il est encore temps de rééquilibrer les droits en encadrant les droits de la défense, en encadrant l'enquête préliminaire et donner l'accès au dossier à l'avocat. Sans à nouveau refaire le débat, mais la Cour criminelle départementale va forcément créer des inégalités selon les territoires. Et cela affecte considérablement l'image de la justice dont on sait que la cour d'assises est la principale vitrine. Il est ainsi créé, qu'on le veuille ou non, deux catégories de crimes, les graves et les moins graves, dans lesquels on inclut pourtant les viols, et qui n'auront pas droit au même traitement que les autres.
Quelle visibilité voulons-nous donner à la justice rendue au nom du peuple français? Telle est la question. L'augmentation du délai durant lequel un plaignant peut déposer une plainte avec constitution de partie civile en cas d'inaction du ministère public était aussi symptomatique de la volonté de gérer la pénurie et non de rendre la justice. Et le Parlement l'a bien perçu, puisque finalement, mais après, combien de cris, de manifestations, de plaidoiries, le Parlement l'a bien perçu, donc, puisque dans les derniers aménagements du texte, l'ancien délai de 3 mois semble maintenu tout en offrant au procureur de la République la possibilité de saisir le juge d'instruction pour aménager et prolonger ce délai. Une mesure très symptomatique nous fait trembler. Elle avait pourtant été écartée du projet initial. Il s'agit de la notification numérique des droits au gardé à vue, c'est-à-dire la disparition du PV papier dûment signé par le mis en cause. Il s'agit d'un signal déplorable qui donne le sentiment qu'on veut faire reculer les droits de la défense, car nous le savons, le formalisme est gage de sécurité et de respect des droits en matière de procédure pénale. Nous nous sommes évidemment formellement opposés et nous continuons à nous opposer, malgré des aménagements, à ce qu'un directeur de caisse d'allocation familiale puisse modifier une décision rendue par un juge aux affaires familiales. Admettre l'inverse, c'est d'abord affaiblir le pouvoir juridictionnel des magistrats, et nous croyons à ce pouvoir juridictionnel. Mais c'est aussi affirmer que la justice, et particulièrement en droit de la famille, consiste à apporter des solutions à des problématiques humaines, alors que derrière des enjeux financiers se cachent souvent des situations familiales complexes. Comment ne pas appeler à la manifestation lorsqu'après avoir acté que le principe de spécialité de certaines cours d'appel pourrait être expérimenté dans 2 régions administratives, un amendement a ouvert l'expérimentation à 5 régions. Il ne s'agissait plus d'un test, mais d'une refonte verticale, discrétionnaire de la carte judiciaire des cours d'appel à la seule main du pouvoir réglementaire, et en contournant par ailleurs le Parlement. Cet amendement a été retiré, mais là encore, quel combat! Comment ne pas s'opposer à la disparition rampante des juridictions de proximité et de première instance, nées potentiellement de la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance dans un seul et même tribunal judiciaire? Comment ne pas dénoncer que le principe des spécialités des tribunaux judiciaires au sein d'un département, et même au-delà, ne porte pas en germe la dévitalisation des juridictions et, à terme, leur disparition? Nous ne sommes pas opposés à des évolutions. Nous ne sommes pas opposés à des modernisations. Nous ne sommes pas opposés à l'efficacité de la justice. Nous y contribuons au quotidien et les confrères y contribuent au quotidien. Nous voulons simplement que le maillage territorial soit maintenu, que nos territoires soient respectés. Depuis toujours, la conférence des bâtonniers, et vous me rappeliez avoir mené ce combat, Monsieur le Président Marc Bollée, soutient que le maillage territorial des juridictions est un facteur de paix sociale.
Le principe de plénitude des juridictions est gage de cohésion nationale, alors que la création de déserts judiciaires, de déserts du droit, monsieur le défenseur des droits, constitue une injure aux principes républicains. L'organisation locale des juridictions est une composante essentielle de toute politique d'aménagement des territoires. Les bâtonniers de province en sont, Madame la Ministre, les témoins directs, vous le savez, puisque vous allez à leur rencontre, et hier encore. Mais il faut les écouter. Ce sont des témoins privilégiés. Il faut les écouter. Le 15 janvier 2018, il y a donc un an, au moment même où vous établissiez les résultats des chantiers de la justice, Monsieur le Président de la République intervenait pour la première fois devant la Cour de cassation et indiquait que la justice était au cœur de son projet politique. Il précisait vouloir, je cite, « remettre la justice au centre de la démocratie de notre pays ». Un an plus tard, dans son adresse écrite aux Françaises et aux Français, il affirme que la sécurité, l'éducation, la santé et la justice sont en France accessibles à tous, indépendamment de la situation personnelle ou de la fortune. Voilà la justice à laquelle nous croyons. Voilà une définition de la justice à laquelle nous adhérons. C'est très précisément ce à quoi nous sommes attachés. Et donc, la question du grand débat national ouvert se pose. Nous avons eu une réponse du Président de la République généreuse dans la forme, mais qui constate que le projet de loi est quasiment arrivé à son terme. Mais il va falloir continuer. Il va falloir s'emparer de cette question. Il va falloir progresser. Parce que nous sentons bien que, par les temps qui sont les nôtres et qui sont troublés, le débat doit aussi porter, je veux dire le débat citoyen, doit aussi porter sur cette justice du XXIe siècle. Oui, Madame la Ministre, garde des Sceaux, dans le contexte national que nous connaissons, la justice peut être, doit être, au cœur de nos préoccupations. Et nous devons y penser, alors que vous souhaitez ouvrir cette année le chantier de l'aide juridictionnelle. Entendez-nous, Madame la Ministre, mais ne nous entendez pas à contretemps. Entendez-nous, tant qu'il est temps. Dans notre mobilisation pour la défense de la justice et des territoires et contre des formes exagérées de dématérialisation, nous ne sommes pas seuls. Tous les acteurs du monde de la justice étaient présents à Paris lors de notre dernière manifestation du 15 janvier. Certains ont décrit un temps notre mobilisation comme un combat corporatiste, comme un combat pour la défense de nos propres intérêts. Mais la justice de proximité, l'accès au droit, les libertés individuelles concernent bien l'ensemble des Français, tant dans leur quotidien que devant un juge. Depuis la présentation du projet de réforme de la justice, Monsieur le Défenseur des droits, vous avez multiplié les interventions pour appeler le gouvernement à favoriser l'accès aux juges, à maintenir le contrôle du parquet par l'autorité judiciaire et à garantir le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Dans votre rapport du mois d'octobre 2018, vous vous êtes inquiété de la suppression des tribunaux d'instance décrites comme des juridictions à l'écoute des plus fragiles, proches des justiciables,
facile à saisir pour un coût modique. Le 17 janvier, il y a quelques jours, vous avez encore dénoncé les dérives de la dématérialisation des services publics et les inégalités d'accès à ce service public, particulièrement en zone rurale et dans les territoires ultramarins. Ces déclarations justes et éclairées nous ont rassurés. Ces prises de position ont démontré que les inquiétudes de la profession n'étaient pas insensées, mais partagées avec ceux qui sont, de par la Constitution, chargés de faire vivre nos principes démocratiques. Vos prises de parole sur les droits menacés de nos concitoyens, sur les fichiers qui se multiplient, sur les box vitrées dans les salles d'audience, sur les armes utilisées par les services de police nous rassurent. Nous sommes fiers et heureux, Monsieur le Défenseur des droits, que vous acceptiez de prendre la parole devant les hautes autorités présentes et l'ensemble des bâtonniers de France ici réunis. Mesdames, Messieurs les bâtonniers, il est temps d'achever. Face aux enjeux du moment, aux doutes, aux craintes qui parcourent la société française et les membres de nos barreaux. Nous, qui sommes des hommes de barre, nous devons rester solides, respectueux des principes républicains, solides comme citoyens et démocrates. Nos ordres, résolument tournés vers l'avenir, sont gages de stabilité. Il nous faudra les préserver, les moderniser, les fédérer. Il nous faudra les penser en tournant nos regards vers l'Europe, vers ses institutions, vers ses juridictions. Ainsi, nous tournons vers l'avenir, sortant de nos préoccupations quotidiennes, nous servirons toujours plus, toujours mieux nos confrères, les citoyens, la justice et la République.